Voilà, bonsoir, je suis heureux de vous accueillir au Centre Tchèque pour cette soirée, cette deuxième soirée donc en compagnie de Gerhard Krokowski. Donc c'est après un concert de son groupe de rock Krokov hier soir. Nous nous retrouvons ce soir de façon plus recentrée sur sa poésie. Ces soirées ont lieu dans le cadre du festival Poésie, notre première année de ce festival. Nous avons parmi nous ce soir le créateur, le directeur du festival, Claudio Pozzani, que je salue. Je ne vais pas parler longtemps au début, je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je voulais vous demander, si ce n'est déjà fait, d'éteindre vos téléphones portables ou autres appareils susceptibles de faire du bruit. Nous allons donc tout de suite commencer par une lecture. Et avec un petit échange, quelques questions. Vous aurez aussi bien sûr l'occasion de poser vos questions à Krokowski, de profiter de sa présence. Bonsoir, dobrý večer. Podle dohody s Žánem Gaspárem tu mám přečíst několik textů, vidím 5 jsem našel a výběr je podřízen výběru, který vyplynul Kašparovi asi v rámci schůdnosti překladů. Já bych ty též texty nevolil, ale jsou to texty, s kterými nevadí, přestože jsou to texty moje. Je vais traduire bien sûr. Bien bonsoir. Je suis content de vous voir ici. Nous avons convenu donc que nous allions lire un certain nombre de poèmes en tchèque et bien sûr en français. Donc nous en avons sélectionné 5 en tchèque. C'est un choix que je n'aurais probablement pas fait moi-même si j'avais eu à les choisir. Mais c'est un choix qui découle de ce qu'il a été possible de traduire. Là, je parle pour moi. Vous le comprendrez tout à l'heure au cours de la lecture. Les poèmes de Krokowski sont extrêmement difficiles à traduire. Donc c'est vrai que le choix s'est fait parfois par rapport à ce qu'il était faisable. A podobně jako v případě včerejšího večera s hudbou, dnes ten výběr je těch básní je chronologický, z čehož vyplývá, že některé texty jsou velmi staré a ještě starší. A poslední z těch 5 jsou asi ze sbírky poslední, to znamená 2 roky zpátky. Tout comme pour le concert d'hier, nous avons classé les poèmes par ordre chronologique. Donc certains des textes sont anciens, voire très anciens, et les derniers proviennent du dernier recueil, donc datent d'il y a à peu près 2-3 ans. A pochopil jsem, že mám teďka přečíst jednu. Tady na úvod jedna opravdu velmi stará. Podle data vidím z mých 18 let. Na stropě je hořčice a v ní je bořt. Zmítám se v šílenství na podlaze a je mi blaze, tolik blaze, že už snad nemůže ani být hůř. Au plafond de la moutarde et dedans du boudin. Je palpite sur le parquet dans un fol rire et je me sens bien, oh tellement bien, que ça ne peut sans doute plus être pire. Dans la pièce, des silhouettes font les 100 pas, innombrables. Je leur fais signe et les salue tout bas. Dans la pièce, des silhouettes font les 100 pas, silencieuses comme des lames. Des silhouettes sans tête, sans corps, des silhouettes sans jambes, sans bras, rien qu'avec l'âme, rien qu'avec l'âme. Labyrinthe de nulle part à nulle part, miroir dans un miroir, brisure. Quand je me perds, je me rassure, tu n'es pas aveugle, il fait juste noir.
des actuels débats d'hier qui abondent, ne m'est resté nulle phrase précise. Le lait caillé, boisson de ce monde, les mots comme des pépins de cerise. La beauté, c'est donc ça. Quelques os, intestins, ligaments, un peu de viande ça et là, et quelque part dedans du sang. Et une sorte d'âme et des cheveux, et de la peau à n'en plus revendre. Moi aussi peut-être, pas de quoi être fier, j'ai sans doute un peu la même gueule. Or, que sait faire la matière? Pleurer, rire, rêver et attendre, aimer, détruire et rester seul. Tranquillement, je pisse de ma fenêtre. Après tout, je suis maître de chez moi. Néanmoins, je regarde à la sauvette ce qu'ils en disent en bas. Ils ne voient rien, ne disent mot, recroquevillés comme des betteraves. Ils baissent les yeux, sans doute penauds, de chier en plein dans ma cave. Quitte à disparaître sans laisser de traces, je n'irai pas me noyer un triste soir. Je confierai plutôt ma peau mollasse à l'acide au fond de ma baignoire. Tout en faisant couler le bain, je suis saisi d'appréhension. Une fois dissous, comment bien vais-je retirer le bouchon? À nous la mécanique. À la porte, je le relie avec un fil de fer. Ainsi, une fois la porte ouverte, on m'enterrera sans mise en bière. Or, une chose est sûre, à tous les coups, mon âme restera couchée là. Tandis que je m'écoule aux égouts, l'âme se fondra au nirvana. On ne saurait laver la merde au savon. Ce qui n'est pas ne saurait être détruit. Seul échappera aux canalisations ce petit rien qui tracasse les esprits. Je m'effraie des gouttes qui dans la neige vont rester. J'ai peur de réfléchir, de tacher la neige de sang. Dans un sourire amer, à nouveau demain j'ôterai mon bandage empreint des poèmes écrits maintenant. Demain, avant de tremper le pain dur dans le café, je tiendrai compte de l'œuvre de cette nuit. Ce qui fut, je le lirai dans le pansement taché. La douleur ne laissera qu'une sensation obscurcie. Comme les typographes qui savent lire à l'envers, tous les jours j'intervertis l'empreinte de ma blessure. Les poèmes sont en un dialecte inconnu et peu clair. On ne peut les comprendre qu'au moment de l'écriture. L'appart sombre en un étrange, vibrant demi-jour. Mon visage apeuré émerge hors du noir. La lune au ciel est en train de faire un grand détour et prend un tout autre chemin qu'hier soir. Presque obscurcie, elle est toute faible, pâlotte. De son œil, elle me fait un signe complice. Elle aussi a eu peur des feux d'artifice.
et au ciel a préféré prendre un chemin autre. Je débouche la bouteille, deux fées y dormaient. Elles dansent et je vis de verre sur verre à leur santé. Et soudain je suis comme sans défense et innocent, pur et ingénu comme un petit enfant. Plus rien à boire, fini le gentil Béné. Assoiffé, je fais les 100 pas tout seul dans l'appartement. Je piétine en colère et fais voler mes jouets, insidieux, cruel et méchant, comme un enfant. Tout seul, je me bourre la gueule sous les tilleuls. Je couvre le boc de baisers, et je vois à travers le verre fêlé le visage dont je me languis et qui me manque tant. Et l'aubergiste s'en alla chercher des pansements. Je vais parmi les HLM, le regard embué, avec une érection plutôt balèze. J'arrache les vêtements des filles qui me plaisent. Je comprends pas ce qu'elles ont à brailler. Allez, viens, petite, arrête de gigoter. J'ai pourtant l'haleine attisée d'alcool chaud. Ou bien serait-elle rebutée par mon linceul entaillé sur le dos? Jour de Noël à l'église Saint-Nicolas. Une église, c'est un bâtiment plutôt glamour pour quelqu'un qui a envie de faire l'amour. Il a juste fallu renoncer à mes goûts d'esthète et oublier l'aversion qu'en moi le baroque fait naître. Pétrine était tout enneigée. Je suis pas esquimau. C'est pas facile à 16 degrés en dessous de zéro. L'église, par contre, était chauffée agréablement. Au chaud entre les bêtes dormait Jésus, petit enfant. Quand tu te penchas sur la crèche, je me tins derrière et, avec un parfait air de chérubin, je baissais tes collants, sur tes hanches je remontais ta jupe et ton manteau, pour m'y faciliter l'accès. Ta culotte, le diable l'emporte, elle me gênait. D'un geste brusque, j'en fis deux bouts bien séparés, ce qui acheva de m'ouvrir la voie vers ta muqueuse, qui attendait déjà, tout assoiffée et aqueuse. Les gens pensaient que tu soupirais d'émotion. Tu étais certes ému, mais pour la seule raison que mes couilles te chauffaient jusque sur la vulve, et que le membre était tout au fond. Deo absulve. Elle est bien ta culotte, un cadeau de ta mère. Ce parfum d'azur, ça vous rend presque ivre. Très jolie culotte. L'élastique ne serre pas, j'espère. Je ferme la porte à clé, non, avant de poursuivre. Une culotte si douce, si lisse, en mousseline, en soie. Comment m'irait-elle? Montre voir, prête-la-moi. Je suis hôte de trop au repas d'enterrement. Fin mars, quoique inconnu de tous les parents, j'ai l'impression que la jeune veuve m'aime bien. Je sirote mon punch, souriant plein d'orgueil, et mystérieux comme le sourire des défunts.
comme un rire creux quand on cloue le cercueil. Je sors au jardin la nuit, je vais nu, enjambant dans le noir les serpents assoupis, peut-être figés d'horreur à ma seule vue. Je vais sans même frôler la terre tiédie, de mon pied froid, nu jusqu'à l'os et au-delà, je vais dans l'éclat des mues de serpents, dans la rosée. Maison dans les ténèbres, ténèbres en la maison, isolée, et dans les ténèbres moi, et en moi ténèbres, esselé. Sur mes genoux j'ai un chaton mort depuis 2 mois. Il est mort de chagrin, près de 2 jours après moi. Moucha se topí v pivu nedopitém, nečinně potácím se pustým bytem. Nejenom k lidem, ale k sobě těm cítím jen odpor se soucitem. Dans l'appartement vide, oisif, je me promène. Un reste de bière, une mouche qui se noie au fond. Pas seulement envers les hommes, envers moi item. Je sens du dégoût mêlé de compassion. Ébahi. Ébahi, elle se mit sur le dos. Là, dit-elle en émoi. Pour toute réponse, je fis quelques sobres gestes précis. Allume au moins, j'ai peur. Pas dans le noir, je t'en prie. Peur de quoi, hélas? Il n'y a personne. Pas même moi. Dům ve tmě, v domě tma, dům na samotě. A ve tmě já, a ve mně tma, sám v domě. Na klíně chovám týden mrtvé kotě, zemřelo s teskem, asi 2 dny po mně. Treizième, ultime porte. Et derrière, quel chemin! Jamais de ma vie n'ai-je vu de fille aussi pâle. Celle-ci est verrouillée, n'y touche pas. Alors pourquoi me tendre la clé, serrant ma main? N'y va pas, s'il te plaît, tu tentes le destin. Je vais juste voir. Je n'ai pas l'intention de partir. Mais il n'y a rien là-bas, crois-moi, du tout, rien. N'ai-je donc pas pris cette même porte pour venir? Hlídám své šílenství v únosných mezích. Střídavě pobývám na obou březích. Co nejdál od břehů,
po proudu k jezu, jak Charon v lodi své, nocí tě vezu. Lůžko se kolébá do rytmu zvolna, necháš se proudem nést ke všemu svolná. Všechno je lepší než nehybný močál. A z pádu neměj strach, ten pád už počal. Teď už nic nebude stejné, jak předtím. Za chvíli spočinem na břehu třetím, poslední, 9. úlevná vlna. Spí, zdrávas Marie, čehože splná. Je maintiens ma folie en d'admissibles ancrages. Tour à tour, je séjourne sur les 2 rivages. Loin des rives, jusqu'au barrage, la nuit, tel Caron en ma barque, je te conduis. Le lit se berce au gré des flots, tout doux. Tu te laisses emporter, consentante envers tout. Car tout vaut mieux que ces stagnants marais. Et ne crains pas la chute, elle a déjà démarré. Plus rien ne sera comme avant dès lors. Tôt nous reposerons au 3e bord. 9e ultime apaisante vague, tout est quoi? D'or. Je vous salue Marie. Pleine de quoi? Si gît certain poète avec sa douce moitié, laquelle est mieux, éternité ou perpétuité? Faire cadeau, c'est aussi un renoncement. L'intéressé est heureux, vous aussi ça vous touche. Tout est une question de goût cependant. Alors ferme les yeux et ouvre la bouche. To je asi poslední v mém podání. A je to zároveň text, který jsme tu hráli včera taky jako poslední. Jakože vůbec nic, vracím se ke svým hrám. Ostatně, co jsem živ, všechno jen předstírám. Srdce mi sevřela stesk, zavila duše má. A že jsem zešílel, to nevím už jen já. Kráčím sám skanzenem všeho, co mohlo být, všeho, co nebyl, vychladlý holobit. V průvanu vlají mé prořídlé šediny a že jsem zešílel, nevím já jediný. Comme si de rien n'était, je m'en retourne à mes jeux. D'ailleurs, depuis que je vis, je ne fais que faire accroire. Mon cœur est pris de deuil, mon âme hurle dans la neige, et que je sois fou, je ne suis plus seul à le savoir. J'erre esselé au mémorial de ce qui aurait pu être et qui ne fut pas.
dans ce vide et froid appartement. Mes cheveux gris clairsemés claquent au gré des courants d'air. Et que je sois fou, je suis seul à ne pas être au courant. Dernière valse, ta crinière vole au vent. La bougie flamboie et s'éteint doucement. Nous serons tous de mort une fois la pièce sombre. Dernière valse, moi et ton ombre. Viens, Dead Can Dance, c'est si simple ma foi. La feuille aussi ne danse que quand elle choit. Le buffet s'effondre, le verre brisé grince. Dernière valse, premier breakdance. Je polis les mots encore à nouveau, levant mon verre. Est-ce l'aube? En vain les torches brillent encore aux cieux. Quoique depuis longtemps, sans plus nul destinataire, je poursuis mon interminable lettre d'adieu. Ça y est, il sonne le clairon. Ça, ce ne sera pas quelques cerfs dans les monts. Un ton plus bas, il sonne au profond des cieux. Et je n'ai toujours pas de message impérieux. Bien, voilà pour la partie lecture. Et Rakowski l'a dit tout à l'heure, nous avons fait un choix qui couvre un peu l'ensemble de son œuvre, puisque les tout premiers poèmes datent de 78, alors qu'il avait 18 ans, et les tout derniers sont tout à fait récents. Peut-être pour resituer un peu l'auteur, donc Kolkowski né en 1960, c'est aujourd'hui, alors que bien sûr sous le régime communiste, c'est évident, vous l'avez compris, entre autres de par les thèmes de ses poèmes, mais aussi de par son attitude, je dirais, face au régime. Il est bien sûr tabouisé, ne publie pas, refuse d'ailleurs de publier. Aujourd'hui, c'est un des plus importants poètes tchèques contemporains, avec des livres qui se font, dans les premières éditions, se tirent à plus de 5000 exemplaires et qui ont des rééditions. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir là-dessus, c'est un phénomène assez curieux, je crois. Combien de poètes peuvent tirer à tant d'exemplaires aujourd'hui? Peut-être, mais tout simplement, mes premières questions vont se diriger un peu vers justement cette période de la normalisation, de la fin du régime communiste. Kolkowski a donc 20 ans au début des années 80, à un moment où le régime commence à s'effriter, mais tout en essayant de maintenir le statu quo. Kolkowski ne finit pas son lycée, il a des travaux d'ouvrier avant de se faire interner dans une maison pour aliénés, ce qui était à l'époque une technique tout à fait répandue, principalement pour éviter le service militaire, qui durait 2 ans et était particulièrement dur. Kolkowski, c'est un pseudonyme. Ça vient du mot Kolchov qui signifie cimetière en tchèque, et en même temps ce type de pseudonyme renvoie à certains pseudonymes d'écrivains fameux du 19e siècle, donc il y a quelque chose d'archaïsant dans ce pseudonyme.
Et bien sûr, à la fois, je crois que c'est un pied de nez au régime qui, bien sûr, clamait les lendemains qui chantent, etc. Le fait de prendre comme nom quelque chose qui renvoie directement à la mort, je crois que c'était particulièrement significatif à l'époque. Donc, voilà, ma première question, bien sûr, c'est comment vous avez vécu au jour le jour cette période-là, cette époque-là. Dal jsem pár údajů životopisných a jednoduše bych chtěl začít tím, mimo jiný jsem řekl prostě, že ten pseudonym už sám o sobě je vlastně mimo jiný provokace vůči režimu. A chtěl jsem se zeptat, jaký byl každodenní život v 80. letech, když to bylo 20 a něco málo přes. Každodenní život můj? Ano. Stejně jako dneska, akorát jsem byl o 30 úplatný. Quelle était ma vie quotidienne à l'époque? La même qu'aujourd'hui. J'avais juste 30 ans de moins. Říkal jsem, že jsem samozřejmě v té době nevydával a že si jistě ani nechtěl vydávat. Jak ses dostal k tomu, že přece jenom ty básně nějakým způsobem cirkulovaly v samizdatu? To se stalo bez mého přičinění. Vlastními cestami podzemními. Zrovna právě jsme se bavili o Andreji Stankovičovi a ten myslím, že byl pro mě Igona Bondyho jedním z těch, kteří moje básně nějak odchytili a dál poslali. Já jsem v životě nic, což by přátelé z těch dob potvrdí, se v životě nikomu nic nepodsouval a ke čtení nenabízel. Pour prolonger la chose, j'ai demandé comment cela s'est fait que ces textes ont circulé en samizdat, donc de façon clandestine. Et donc la réponse, ça s'est fait sans que je fasse quoi que ce soit pour. Un poète, Stankovič, a pris connaissance de mes textes et de sa propre initiative a commencé à les faire circuler. Lui et un autre poète important, figure majeure, notamment dans le milieu underground à l'époque, Egon Bonde. Pour ma part, je n'ai jamais cherché à être lu ou entendu, ça s'est fait de façon naturelle sans que je m'implique dedans. Možná zmínka, což pro Francouze možná může vypadat zvláštně, já jsem se zmiňoval o Kateřinkách a o tom, že všeobecně podobné věci se dělaly běžně, zejména kvůli tomu, aby člověk se vyhnul vojně. Nevím, jestli něco, co bys mohl říct k tomu pobytu v Kateřinkách, nebo k těm souvislostem. O tom jsem dneska mluvil se svými kamarády. Já jsem se zasněl a já už jsem podobně jako dnes, už svých 14-15 od života nechtěl nic. A proto jsem i tak pojal školní docházku. A proto, na rozdíl od mé sestry, která vystudovala vysokou školu medicínu a je psychiatričkou, tak já jsem dělal všechno pro to, aby otcův možný vliv, protože to byl vysoký ministerský úředník, nebyl použitelný, tak jsem dělal všechno na schvál a naopak. I proto, i proto. A tak jsem se naučil, už v 8. a 9. třídě jsem do školy nenosil přezůvky ani učebnice. A v přízemí školy jsem našel knihy toho 8. a 9. ročníku, který jsem si půjčil. A z nich vždy jenom nosil jenom vytržené stránky, které z tématik
a učivem, kteří mi spolužáci probírali, já ne. A podobně, stejně tak, když školní docházka konečně skončila, tak jsem se těšil, že skončí veškerá buzerace a že konečně si budu moct ty vlasy nechat dorůst. A zatímco na konci 9. třídy všichni šli, nesli půgety a bomboniéry svým nenáviděným učitelům a učitelkám, tak já si samozřejmě nenesl nic. A to vysvědčení, které mi mělo údajně provázet celý život, jsem si složil do čtverečku a dal do boty a odcházel s rukama v kapsách. Assez vite, dès mes 14 ans, je suis arrivé à l'idée qu'en fait je n'attendais rien de la vie. Du coup, ça s'est reflété bien sûr dans ma scolarité. J'ai de façon assez consciencieuse séché tous les cours, contrairement à ma sœur qui, elle, a fini par étudier la médecine et est devenue psychiatre. Je voulais tout faire pour que l'influence de mon père soit nulle, mon père étant à l'époque un fonctionnaire ministériel. Donc je prenais fierté à ne pas étudier du tout, à ne pas amener mes pantoufles ou mes livres de classe à l'école. La seule chose que j'ai faite, c'est de ramasser quelque part des anciens livres de classe à l'école dont j'ai arraché les pages qui m'intéressaient, mais c'était à peu près tout. Quand le collège se terminait, mes camarades de classe qui eux suivaient les cours contrairement à moi, amenaient tous des bouquets ou des boîtes de chocolat à leurs profs, aux profs qu'ils détestaient tant. Moi, bien sûr, je n'ai rien amené, et mon carnet de notes de fin d'études au collège, je l'ai plié en 4 et je l'ai mis dans ma chaussure, et je suis reparti les mains dans les poches. Je pensais qu'avec la fin de l'école, plus personne me ferait chier, et que je pourrais enfin faire pousser mes cheveux. No a potom protože mi bylo jedno, čím takzvaně budu. A od dětství jsem na otázky tohoto typu odpovídal. Když jsem byl malý, tak jsem říkal, že chci být básníkem. A to mě přešlo. A odpovídal jsem, že nechci být ničím. A oboje se splnilo. Bon, à l'époque, il m'était parfaitement indifférent à ce que je deviendrais. Quand on me demandait ce que je voulais devenir, je répondais je veux être poète. Et puis avec les années, cette envie m'est passée et mon seule ambition n'était de ne rien devenir. Ces deux souhaits se sont accomplis. No a protože mi to bylo jedno, co ze mě bude, tak mě rodiče přihlásili na tehdy úplnou novou věc, což byly 5leté učební obory s maturitou, protože na střední školu jsem už to vysvědčení neměl. A přihlásili mě na 5letý učební obor zedník s maturitou. Pour le lycée, de toute façon, j'avais bien sûr égaré mon carnet de notes qui était nécessaire pour pouvoir, ne serait-ce que s'y inscrire. Et puis, comme je l'ai déjà dit, ça m'était indifférent ce que je deviendrais. Mes parents ont décidé de m'inscrire dans un lycée technique, un programme de 5 ans avec bac à la fin, un programme de maçonnerie. A já se netěšil a byl jsem rád, že konečně už se stane ten
ten ponižující poměr učitel, rozumí se buzerující učitel a žák, rozumí se já, a že jako učeň to asi ve Francii nepochopí, že v té době opravdu nesměli kluci nosit dlouhý vlasy. Tak jsem doufal, aspoň, že na tom, když to je učební obor, že mi tam dají pokoj, když mi otravovali celou školní docházku. J'étais assez impatient, je dois le dire. J'espérais que ça représenterait la fin des humiliations, ou des humiliations de la part des professeurs, c'est-à-dire des emmerdeurs, envers l'élève, c'est-à-dire moi. Il faut savoir qu'à l'époque, sous le régime communiste, il était formellement interdit d'avoir les cheveux longs. On était arrêté par la police dans la rue si on découvrait que sous le chapeau on cachait des cheveux longs, etc. Et mon grand espoir était qu'en devenant apprenti, il n'y aurait plus de brimade et que je pourrais faire ce que je voulais. A když jsem po prázdninách po té základní škole přišel na to Zednické učiliště, tak první věta byla: a za prvé, už nevím, který den, do pátku přijdeš ostříhaný. Hélas, le premier jour où je suis arrivé dans ce lycée technique, la première chose qu'on m'a dite, c'était avant vendredi, fais-toi couper les cheveux. Já jsem na prosbu rodičů se nechal sestrou ostříhat. To mě strašně ponížilo, brečel jsem. To jenom proto, že jsem myslel, že to je jenom vstupní záležitost a pak už mi dají opravdu pokoj. Ale jak jsem byl zhanoben a ponížen, tak jsem na to Zednické učiliště docházel pěšky přes les za Úsvitu, abych jezdil městskou hromadnou dopravou a nebyl vystaven pohledu spolucestujících, o kterých jsem se domníval, že všichni musí na mě vidět, že jsem byl ponížen a zhanoben. Sur l'ordre de mes parents, ma sœur m'a coupé les cheveux, ce qui était une concession que j'ai accepté de faire parce que je pensais qu'il s'agissait juste d'une formalité d'entrée et qu'après on serait plus tolérant. Il n'empêche que c'était pour moi une terrible humiliation, j'en ai beaucoup pleuré et je me rendais donc au lycée technique à pied à travers la forêt à l'aube, de façon à ce que personne ne me voie pour pas prendre les moyens de transport de la ville, parce que j'étais bien sûr persuadé que tout le monde, en me voyant, verrait à quel point j'avais été humilié. Et j'en arrive donc à cette histoire d'asile psychiatrique. Během toho školního prvního roku mě ty vlasy pochopitelně dorostly. Tehdy mi rostly všude ještě. A musel jsem ty vlasy schovávat na pracovišti, který jsme měli v zoologické zahradě. Tam jsem dojížděl metrem s prvními dělníky, což bylo obzvlášť hnusný. A když mi ty vlasy po roce dorostly, tak po prázdninách to začalo úplně znova. První imperativ po prázdninách začátkem druhého školního roku byl, že se zase musím ostříhat, což jsem neudělal. A tehdy jsme pracovali, to je jedno ve výzkumném ústavu A.S. Popova, poblíž mého tehdejšího bydliště. A protože se chodilo stravovat do kantýny, bylo to v zimě, tak jsme museli mít helmu na pracovišti. A když
se měli chodit jíst, tak jsem se prý tomu pochopitelně měl sundat. Ale aby nebylo patrný, že mi ty vlasy už dorostly zase, tak jsem nechodil jíst. A chřadnul jsem a hubnul. A trápil se. Petit à petit, au cours de l'année, mes cheveux bien sûr ont repoussé. À l'époque, encore sur l'ensemble de mon crâne. Il me fallait bien sûr cacher les cheveux sous un couvre-tête. À l'époque, nous travaillions au zoo. Donc je m'y rendais en métro, par les tout premiers métros au matin, avec les premiers ouvriers, ce qui était particulièrement immonde comme expérience. Cependant, après les vacances, tout a recommencé de la même façon. On m'a de nouveau demandé la même chose, de me couper les cheveux, et cette fois j'ai refusé. Nous travaillions alors à l'Institut de recherche A.S. Popov, et nous étions censés manger dans une cantine. C'était l'hiver, nous portions des casques par mesure de sécurité, et pour le déjeuner, nous étions censés enlever les casques. Comme je ne voulais pas montrer mes cheveux longs, je n'allais pas manger. Et logiquement, je faiblissais, je maigrissais à vue d'œil. V té době už jsem začínal reflektovat umění a v té době hlavně výtvarné umění. Potažmo občas nějakou poezii, ale to nesouvisí s tím, že jsem hlavně chtěl, aby mě už všichni dali pokoj. A jak jsem nejedl a chřadnul, tak jednoho dne otec, tehdy vysoký ministerský úředník Ministerstva zahraničního obchodu, který zajímavý prodával zbraně Kaddáfímu tenkrát, v neblaze známém podniku Omnipol zahraničního obchodu. Teď jednoho dne si nevzal uniformu a v civilu mě doprovodil na vyšetření, že se o mě s maminkou bojí, jestli nemám tuberkulózu, že jsem hubený. A už bylo ty vteřinky. À cette époque, je commençais déjà à m'intéresser de façon plus profonde, plus avancée à l'art, aux beaux-arts principalement, un peu à la poésie aussi. Mais surtout, je voulais principalement enfin qu'on me fiche la paix. Et comme je maigrissais beaucoup, j'étais assez souffrant, mon père, qui, comme je l'ai dit, était fonctionnaire ministériel, il était au ministère du Commerce extérieur et s'occupait entre autres de la vente d'armes à Kadhafi par le biais d'une institution ministérielle qui s'appelait Omnipol. Un jour, il n'a pas enfilé son uniforme, il est resté en civil et m'a emmené à l'hôpital pour me montrer à un médecin. Mes parents avaient peur que je sois frappé de tuberculose. Šli jsme přes most Klementa Gottwalda. Blížili jsme se ke Karlovu, ke známému kostelu s legendou podepřenou bání a bání. A když jsme zašli na ulice ke Karlovu, tak kde byla cedule psychiatrická léčebna, tak mi bylo jasný, že o vyšetření ohledně tuberkulózy asi nepůjde. Nous avons traversé le pont Clement Gottwald, ainsi appelé d'après le premier président de la fin des années 40, début des années 50, c'est-à-dire le président de la période la plus sanglante du régime communiste. Nous approchions du quartier de Karlov et c'est là que je vois sur la façade une pancarte hôpital psychiatrique. J'ai donc compris qu'il ne s'agissait sans doute pas de tuberculose. A tam za mnou zakloply dveře, dali mi ústavní oděv a tam jsem byl půl roku a zkoušeli mě přemluvit, aby byl normální.
Což dělali inzulínovými šoky. Les portes se sont refermées derrière moi. On m'a mis un vêtement de patient. Je suis resté là pendant 6 mois, au cours desquels on a essayé de me convaincre d'être normal. Et les méthodes employées étaient principalement des chocs à l'insuline. No a to se nepodařilo. Do dneška. Je crois qu'ils ne sont pas parvenus à me rendre normal jusqu'à aujourd'hui. No a tak jsem tam byl ještě dalšího půl roku a tak dále, tak dále. Tedy čistého času se ty blázinci ztrátil asi 2 roky. Takže nějaká bolína, jako to mě nezajímalo, protože jsem měl vystaráno ještě před vojnou. En tout, j'ai passé à peu près 2 ans dans divers hôpitaux psychiatriques. Donc en ce qui concerne le service militaire, donc dans mon cas, ce n'est pas que je me suis fait inscrire pour pouvoir l'éviter, mais c'est vrai que, y étant, je n'ai pas été obligé de passer ces 2 ans de service militaire. Je me suis pas laissé faire. Je crois que ça donne un tableau parfaitement vivant de ce qu'était l'époque. Et je vais peut-être passer à 1 ou 2 questions et puis je vous passe la parole, d'ordre plutôt esthétique. Nous sommes partis du pseudonyme Kolkowski, donc je reviens là-dessus. Et justement, cette connotation un peu archaïsante qui, d'office, pour les Tchèques, renvoie à la poésie fin de siècle du 19e, à la poésie décadente. Moi, un des premiers poètes auxquels je pense, c'est le poète tchèque František Gelner. Mais du côté français, pour vous donner une idée, forcément, la référence qui me vient à l'esprit, c'est par exemple Corbière. Alors, est-ce que le choix du pseudonyme était conscient par rapport à cet aspect-là aussi? Ptám se, jestli volba toho pseudonymu byla taky daná ohledy estetickými a vlastně tím archaizujícím odkazem na dekadenci. Hlavně to byl pseudonym distanční od všeho, co tehdy bylo použitelné. Přirozená a celobytostná diskvalifikace od všeho oficiálně možného. Ce qui m'importait le plus lorsque j'ai choisi ce pseudonyme, c'était de lancer un message clair qui voulait dire que je me distanciais de tout ce qui était officiel à l'époque. V té době prostě byl povinný kult mládí, práce, zdraví, svěžesti a lojality. A tak jsem jako ostatně celý život dělal všechno naopak, tak jsem dělal schválnosti. Bien sûr, à l'époque, nous vivions donc dans un contexte de culte de la jeunesse, du travail, de la fraîcheur, de la loyauté, etc., etc. Et comme toute ma vie du reste, j'ai toujours fait les choses, j'ai toujours fait tout au pied, enfin, comment dire, à l'opposé. Un aspect qui est très frappant, je crois que vous avez pu l'entendre au moins pendant les lectures en tchèque, les traductions sont souvent assez insuffisantes, je m'en excuse. Ce qui est particulièrement frappant dans votre poésie, c'est un accent fort mis sur la musicalité, sur le rythme, sur une forme très très ciselée. Et forcément, la question qui me vient à l'esprit, c'est en lien aussi au concert d'hier. Quel est le lien pour vous entre poésie et musique? Est-ce que les deux vont ensemble d'office dès le début, ou est-ce qu'il s'agit purement de quelque chose de poétique, de technique? Otázka na vztah hudby a poezie. Je markantní u tvojí poezie, že je velmi vycizelovaná, velmi precizní, což moje překlady možná neúplně dávají pocítit. Ale vztah hudby a poezie, jestli to je něco, co u tebe funguje už od začátku, nebo jestli i ve vztahu s včerejším koncertem, anebo jestli jde čistě o formální věc básnickou. Pro mě obecně je to oddělení. Pro mě poezie rovná se hudba. Ta maličnost tam musí být a
pro mě neudělitelný. Prostě. Jsou básníci, kteří umí, a je to velké umění psát volným veršem. Já to neumím, pač nejsem člověk úplně kázně, tak potřebuji mít mantinely, potřebuji mít limity metra, rytmu a potřeba hudby je u mě bytostná a nepostradatelná. Chez moi, les deux sont indissociables. La musicalité est absolument essentielle. Je sais que c'est un art d'écrire de la poésie en vers libre, mais c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je suis un homme assez désordonné, et peut-être est-ce pour ça aussi qu'il me faut me donner des limites très nettement définies en matière de mètre, de rythme, etc. Donc il s'agit là, dans mon cas, d'une nécessité d'ordre vital, je dirais. Ce qui est frappant pour moi dans cette poésie, et je crois ce qui en fait la grande originalité et le succès, encore aujourd'hui, c'est justement ce lien entre, vous l'avez entendu tout à l'heure, une forme extrêmement précise, fixe, extrêmement travaillée, poussée, avec un contenu typiquement underground, un contenu souvent violent, parfois sexuel, avec une très forte ironie, et je crois que c'est quelque chose d'assez typiquement tchèque, si vous êtes d'accord, comment dire, ce jeu des oxymores, ce jeu des oppositions, c'est quelque chose d'assez baroque qu'on retrouve, je crois, souvent dans la poésie tchèque, en ce sens où les choses les plus basses, les plus quotidiennes, mènent directement, en quelque sorte, aux choses les plus profondes ou les plus élevées, souvent même métaphysiques. Myslím, že jedno velký specifikum tvý poezie je to spojení právě té velmi precizní formy s, řekl bych, undergroundovým obsahem. A myslím si, a moje otázka je, jestli s tím souhlasíš, že svým způsobem je to dosti typický český rys. Mám na mysli opozici mezi nízkým, vysokým, mezi každodenností, běžnými trivialitami nebo dejme tomu jistou agresivitou, sexuálností, a že tyhle jakoby nízké věci jsou přímým odrazovým můstkem k nejzásadnějším otázkám člověka. Jestli jsou obecně vlastní českým národu, to nemůžu posoudit, páč. Národu ne, poezii. Všeho obecně českého se straní. A samozřejmě to, na co se mě ptáš, to si zároveň je i ta otázka sugestivní z odpovědí, kterou sobě nese. Ano, jako bez gruntu a bez nízkosti prostě není možný odpichu vzletu a pádu. Alors, je ne sais pas si c'est un aspect typiquement tchèque. En ce qui me concerne, je me distancie radicalement de tout ce qui est typiquement tchèque. Mais je dois dire que sur le principe, je serai d'accord. Je suis convaincu que sans bassesse, il n'y a pas d'envol ni de retombée. Peut-être une dernière question, et je vous passe la parole. Poslední otázka, pak dám slovo divákům. Vous menez une vie qui est extrêmement modeste. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'emploi. Donc c'est une vie relativement pauvre, très humble. Et je dirais ça a un gros avantage, je sais pas, mais un trait frappant qui, je crois, se ressent beaucoup sur votre poésie, c'est que, en quelque sorte, vous vivez, je crois, dans une concentration extrême, une mise à disposition permanente de l'appel poétique. Ce qui ne veut pas dire que vous écrivez en permanence. Je crois que plutôt, vu la quantité des textes, il s'agit de répondre à l'appel quand il vient, pas de travailler au quotidien. L'impression qui en ressort, c'est que la poésie, pour vous, est une affaire sérieuse, pas un jeu ou autre, ce que bien sûr la poésie peut être aussi. La question à laquelle il est souvent impossible de répondre, qu'est-ce que pour vous la poésie? Est-ce que c'est un moyen d'autothérapie, un moyen de survie? Z tvý poezie je znát, že poezie je pro tebe něco velmi závažného, není to na hraní. Ostatně i fakt, že
nepracuješ, že žiješ poměrně jednoduše, skromně, jsi v pozici, že vlastně jsi permanentně v jisté koncentraci nebo otevřen tomu, když to přijde. Na rozdíl od člověka, který pracuje a třeba potom není tak koncentrovaný. Z čehož pro mě vyplývá, že to je pro tebe zásadní. Otázka, na kterou je často nemožné odpovědět, co pro tebe je poezie? Je to způsob autoterapie? Je to zaprvé ta nejblbější otázka. Proto ji kladu. Je to prostředek k přežití? Já jsem důkazem a odpovědí. Pro mě je to, já jsem posměváček a tak vzhledem k tomu, že celý život žiju víceméně sám a z nezbytí chci žít sám, přestože tady třeba například mám dceru. Tak moje izolace je prostě je dobrovolná, ale místy je nesnesitelná a prostě jako pro esteta je prostě nutný pro mě stavy, jsou nesnesitelný, si nějakým způsobem uchopit, stvárnit, zmotnit, v tomto případě verbalizovat a pak se s tím, že jim dám estetickou formu, jich do určitý míry zbavit. Rozumí se stavy, rozumí se nesnesitelný stavy. A opravdu to není pro mě záliba a je mi to psaní a básníci vůbec jsou mi protivný a hnusný, včetně mě nevyjímaje a mám z nich srandu a nikdy jsem ty básničky nepsal vážně. Oui, j'ai compris la question avant même d'en entendre la traduction et tout de suite je me fâche. Je crois que c'est la question la plus conne qu'on puisse poser. Si c'est un moyen de survie, ben, je suis là, donc j'en suis la preuve. Mais non, je dois dire que je suis, vous l'avez compris, quelqu'un d'assez moqueur. Il est vrai que je vis à l'écart, je vis seul, autant parce que je veux être seul, autant parce que j'y suis obligé, même s'il se trouve qu'une de mes filles est dans la salle. Donc il s'agit d'une isolation volontaire, mais c'est vrai que c'est aussi une isolation souvent parfaitement insupportable, intenable. Donc en ce qui concerne la poésie, je crois que souvent il s'agit justement de canaliser, de donner forme à l'insupportable et par là de s'en débarrasser, de s'en libérer. Très certainement il ne s'agit pas pour moi d'une partie de plaisir ou d'un passe-temps. En même temps je dois dire que l'écriture et les poètes en général me dégoûtent, moi y compris, et je me moque d'eux. Et donc je ne pense pas écrire de poésie de façon sérieuse. No a ještě, omlouvám se, budu tě trápit ještě poslední věcí. Je m'excuse, j'ai envie de creuser et de t'embêter encore. Et Kolkowski répond oui, mais tu n'embêtes pas que moi. La poésie, selon les périodes ou selon les auteurs, peut avoir une fonction sociale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou est-ce que la poésie peut être une recherche de sens du monde, de sens de la vie? Est-ce que c'est un appel vis-à-vis à un lecteur? Est-ce qu'on pense au lecteur au moment de l'écriture? Co si myslíš o případné společenské funkci poezie? Nebo je poezie vyhledáváním smyslu ve světě, v životě? Je to výzvou nebo apelem i pro čtenáře, pro druhýho, podat ruku někomu druhému? Na to odpovím, když si tady lidi vypínali mobily, tak jsem slyšel, v letadle předevčírem, tak jsem slyšel tu znělku Nokia Connect People a já jsem si kdysi k tomu do mobilu dal
ne, že ty ruce se spojují, ale že se rozpojují. A k tomu jsem si napsal šťastnou cestu, nebo ahoj, ty ruce nejdou k sobě, ale od sebe. A jako já se od lidí celý život distancuju, páče neumím mezi nimi žít. To nejde. Lorsque nous étions dans l'avion avant-hier en route pour Paris, j'entendais comment tout le monde éteignait son téléphone portable au moment avant le décollage, et on entendait à droite à gauche le petit jingle du téléphone de la marque Nokia dont le slogan est Connecting People, donc nous relions les hommes. Moi, dans mon téléphone, j'ai mis l'inverse. C'est les hommes qui se séparent. Bon voyage, c'est quand on se sépare. Mais je dois dire que je prends mes distances face à la vie et aux hommes pour la simple raison que je ne sais pas vivre. C'est impossible pour moi. Bon voyage. Bon voyage. Je me tourne vers vous, nous avons assez parlé. Si vous avez, vous, des questions, je serai heureux de les traduire. Pas une question, enfin c'est que il y a 2 mois j'ai été à Prague, j'ai connu aussi, enfin vous avez connu l'époque communiste où le pays était entouré de barbelés en quelque sorte, et sur le pont de petit pont qui va de Kampa, il y a des grilles et il y a plein de cadenas sur ces grilles comme il y a à Paris sur le pont des Arts. C'est un symbole, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une aliénation nouvelle? On avait entouré le pays de barbelés, d'empêchements, on est cadenassé en quelque sorte, et maintenant chaque individu, pour exprimer son individualité, utilise ce symbole du cadenas. Alors qu'au Tibet, par exemple, on mettrait un petit ruban de couleur en haut d'un mât, etc., qui vole dans le vent, et là, c'est comme par hasard, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un cadenas. Qu'est-ce que ça peut vous intéresser? Mám poznámku, sice trochu odbočuje, nicméně nedávno jsem byl v Praze, byl jsem tam i za komunismu a všiml jsem si na některých mostech, že i tam se ujal ten zvyk, že lidi dávají visací zámky na mřížování mostů. A co si o tomto novém symbolu myslíte? Není to jakýsi symbol dalšího nového odcizení? Lidé projevují svoji individualitu zrovna s tím symbolem. Třeba v Tibetu by to byla stuha barevná nebo něco jiného. Tím naopak dávají příslušnost, to signál příslušnosti k davu a na individualité. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un geste pour mettre en valeur son individualité. Ça ne montre que leur appartenance aux masses. Ils imitent les autres. Est-ce que c'est pas inquiétant? No a správně není to znepokojující. Mě to opravdu neznepokojuje. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Tak se Jury zeptal, jaký máš tak k ohni. Paříž velice kladný. Je traduis. J'aimerais demander quelle est ta relation au feu. À Paris, c'est une relation très positive. Kamarád naráží na ten fakt, že jsme našli stavební paletu a udělali jsme si včera večer na nábřeží ohýnek. Mon ami, membre du groupe aussi, fait ici référence au fait qu'il y a quelques jours, lorsque nous nous promenions, nous sommes tombés sur un caisson de bois qu'on utilise pour le transport de cartons et autres, et que nous l'avons utilisé tout de suite. Nous avons fait un feu de bois sur les quais. Je pravda, že jsme ho nenašli, jsme ho vyhledali. Il est vrai que, pour être sincère, nous ne sommes pas tombés dessus. Nous l'avons recherché, ce caisson de bois. La police est arrivée?
D'autres questions? Tout d'abord, je voudrais dire que je le sens très proche, soit parce qu'il est anti-académique, soit parce qu'il fait seulement les poètes comme moi, et soit parce qu'il a toujours essayé d'unir l'Europe, en tout cas la musique, avec la poésie. Et ma question est lui, il parlait de se faire pousser les cheveux comme un acte, disons, contre l'autorité, comme ça, non? Est-ce que maintenant, il y a un autre acte qu'il fait, comme les cheveux avant, pour faire chier l'autorité? Nejprve musím říct, že cítím k vám možná mylně, ale přeci jistou blízkost. Velmi se mi líbí jakási antiakademičnost vašeho postoje, to, že se zabýváte čistě jenom poezí, nebo jste básníkem a nemáte další aktivity, nebo i to spojení roku s poezí se mi velmi líbí. Moje otázka je, mít dlouhý vlasy za komunismu samozřejmě byl taky projev proti veškerým autoritám tehdejším. Máte i dnes podobný projev proti dnešním autoritám? To už pro mě jsou autority. Les autorités d'aujourd'hui ne sont plus des autorités pour moi. A vlastně nešlo jenom o estetiku, že se mi líbila, ale to skutečně rozpoznávací znamení a signum svobody a svobody myslnosti. Potřeby svobody. Mais je dois dire que le fait de vouloir avoir des cheveux longs à l'époque, pour moi, en tous les cas, ce n'était peut-être pas primairement un geste, un acte politique, mais plutôt, c'était en fait un signe de reconnaissance, un signe de, ou comment dire, un cri, un appel qui exprimait notre besoin de liberté. Může nejenom pan šéf festivalu posoudit, tak je patrný, že na té svobodě lpím hlava na hlava. Takový oříšek. Et comme vous pouvez le voir, je tiens à ma liberté encore à ce jour et je me ferai couper la tête pour ça. Jusqu'au dernier cheveu, j'y tiens. D'autres questions? Moi j'aurais une dernière question, on va s'arrêter là. Encore un point de curiosité. Je pense, quand je lis vos poèmes, à un poète important, un poète contemporain tchèque majeur, Zbigněk Hejda. Je pense que dans ce qui est commun à ces deux poètes, c'est qu'il ne s'agit pas primairement, voire pas du tout, de chanter la beauté du monde. Il s'agit, comment dire, de créer une œuvre qui effraie la mort. Est-ce que vous seriez d'accord? Omlouvám se, poslední otázka. Tvoje poezie mi s některými polohami připomíná poezii Zbyňka Hejdy. Není to poezie, která by opěvovala primárně krásu, spíš je to pro mě poezie, která zaříkává smrt. Souhlasíte s tím? Ale marně. Je suis entièrement d'accord, mais c'est un effort vain. Já jsem to říkal cestou, než začalo pršet po nábřeží, už nevím, asi dceři a že já jsem básník jiný moc nečet, ale vím, že Halas, spletl jsem se tuhle a řekl jsem Holland, to je jedno někomu, ale to souvisí s tím, že krmím ty ptáčky, tak jsem mě žerou kočky a to nemůžu dopustit, protože je nezastřelím, tak jsem kamarád mi sehnal hovna ze zoo šelem a já jsem je rozmíchal s vodou a rozlil pod krmítkem
A tomu kamarádovi jsem potom poděkoval SMS-kou, že budu věřit, že aspoň toto ty kočky odchudí a že byla sbírka od Hlase Kohout plaší smrt. A že toho kohouta nahradím těmi hovny. Protože ty kočky pod tím krmítkem pro mě znamenaly smrt pro ty ptáčky, protože je bolestivý vidět jak kočky, tak ptáčky, ale přitom občas být tím trpícím svědkem toho, že ta kočka toho vtáka v té hubě nese, nebo se jí mohlo. Cet après-midi, lorsque nous nous promenions dans la ville, juste avant que la pluie ne tombe, nous en discutions avec ma fille. Moi, je ne suis pas très érudit, je n'ai pas lu beaucoup, mais j'ai pensé au poète František Halas. J'ai pour habitude de nourrir les oiseaux, et c'est pour moi toujours très douloureux de voir ces oiseaux dévorés par les chats, que je nourris par ailleurs aussi. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami, ou un ami m'a conseillé de faire ceci. Il m'a donné, ou il me donne régulièrement, de la bouse des félins du zoo où il travaille. Je la mélange avec de l'eau, je la dilue, les défécations des félins du zoo, je la dilue avec de l'eau et je verse ceci autour des mangeoires des oiseaux dans l'espoir de repousser les chats. Et j'ai pensé à Halas parce que Halas a un recueil de poèmes qui s'appelle Le coq effarouche la mort. Pour ma part, j'ai remplacé le coq par de la merde. Mais tout simplement parce que c'est terriblement douloureux pour moi. J'aime autant les oiseaux que les chats et c'est insupportable de voir parfois les chats partir un oiseau à la bouche. A takový účinek má asi ta poezie. Plaší, ale marně. Et il en est de même pour la poésie. Elle est farouche, mais en vain. Je vous remercie beaucoup d'être là. Překlady, jejíž krásu, byť mi to znělo melicky, to krásně nedokážu bohužel posoudit. Bon, je traduis. Pour ma part, je dois remercier à Jean-Gaspard Palenicek de m'avoir invité et pour ses traductions qui m'ont paru bonnes, mais c'est vrai que ne parlant que très mal français, je ne peux pas en juger pleinement. Merci à vous, merci d'être venus. Nous ne vous chassons pas, il y a encore de quoi boire, nous pouvons poursuivre les discussions de façon informelle. Merci, à bientôt.